Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pendant à peu près 45 minutes, je vais vous présenter une notion de sécurité qui est assez importante dans le monde de l'ingénierie de la sécurité. C'est le risque ATEX, donc des atmosphères explosives. Le but, en fait, c'est de vous présenter un exemple concret qui est relié au secteur de l'agroalimentaire. Mais avant ça, je vais un petit peu présenter plus en détail le phénomène d'explosion, les atmosphères explosives, etc. Donc voilà, moi je me présente rapidement. Je m'appelle Camille, je suis ingénieur en sécurité des procédés à l'INERIS, qui est un institut national qui travaille sur le risque. Et voilà, je vais présenter d'ailleurs l'INERIS assez rapidement. Donc c'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. C'est un EPIC, donc ça veut dire un établissement public à caractère industriel et commercial qui est sous tutelle du ministère chargé de l'environnement, donc maintenant de la transition écologique. Il a été créé en 90 à partir d'une fusion de deux instituts, le Charbonnage de France et l'Institut de recherche en chimie appliquée. Ce qui fait notre force, en fait, c'est on a plusieurs hectares d'installations expérimentales, ainsi que des laboratoires, ce qui nous permet d'être assez pertinents sur la modélisation du risque, que ce soit d'un point de vue chronique, hein, par exemple on peut travailler sur les perturbateurs endocriniens, des choses comme ça, ou que ce soit sur le risque plutôt accidentel, donc dispersion de nuages toxiques, incendie, explosion. Il y a à peu près 500 personnes qui travaillent. Voilà, on est basé à Verneuil-en-Alade, c'est un petit village dans l'Oise, et on a quelques succursales dans le reste de la France. Donc voilà, nous ce qu'on fait, c'est un peu tout ça. Donc déjà, le site de l'INERIS, moi je vous invite à y aller si vous vous posez des questions sur la sécurité, etc. On est une assez bonne base documentaire avec des documents de référence qui s'appellent les Oméga, qui sont disponibles gratuitement, qui répondent à plusieurs questions de sécurité. On peut travailler sur les risques chroniques, on peut travailler aussi sur la certification. Par exemple, dans le domaine de l'ATEX, eh bien, on certifie des appareils ATEX. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la partie risque accidentel. Voilà, donc c'est-à-dire incendie, explosion et dispersion de nuages toxiques. Donc voilà, plus en détail, on a aussi des grands thèmes de recherche. Par exemple, en ce moment, c'est l'économie circulaire, les nouvelles sources d'énergie, hein, telles que l'hydrogène, par exemple. On peut aussi travailler en écotoxicité, en biodiversité, aussi sur la qualité de l'air. Et on a aussi toute une activité des risques liés au sous-sol, donc l'exploitation des carrières, des mines, etc., de par notre histoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet institut est fondé sur un trépied. Donc, on a en fait une partie d'appui au pouvoir public, donc notamment au ministère de la Transition écologique, où on va en fait répondre à des questions que le ministère pourrait se poser ou faire avancer la réglementation. On a des activités au service des entreprises, donc typiquement des prestations. On peut intervenir dans des usines, en tout cas pour ma part c'est plutôt ça, ou voilà, chez des industriels. Et aussi on a une partie de recherche appliquée. Voilà, dès qu'on ne sait pas répondre, eh ben, on essaie de voir comment on peut faire avancer la recherche dans plusieurs domaines. Donc voilà, on peut travailler sur les substances et les produits, incendie, explosion et dispersion, les risques des sous-sols, donc ça je l'avais un peu présenté. Je vais vous présenter un peu plus l'unité dans laquelle je travaille. Donc l'unité dans laquelle je travaille s'appelle évaluation et maîtrise des risques d'incendie et d'explosion dans les procédés. L'idée en fait c'est d'avoir une bonne connaissance des procédés industriels et de pouvoir du coup essayer de voir quel type de risque il pourrait y avoir dans le domaine de l'incendie et de l'explosion sur ces procédés-là. Donc, ce qu'on fait, nos principales missions, c'est de caractériser l'inflammabilité et l'explosivité des substances et également caractériser les phénomènes électrostatiques. Donc, pour ce faire, dans mon unité, on a un labo qui s'occupe de caractériser les substances et on a aussi un laboratoire lié à l'électricité statique où, par exemple, on peut aller essayer de mesurer des champs ou alors sur les big bags, par exemple, essayer de voir s'ils sont dissipateurs de charge. On certifie un petit peu tout ça. Nos activités, hein, c'est de caractériser expérimentalement des substances, d'évaluer, de développer des protocoles d'essai.
On analyse aussi les risques du coup d'incendie et d'explosion. Donc on fait des fameuses études ATEX et les fameux classements de zones, voilà, où on se rend dans les usines et puis on essaie de voir les zones qui posent problème. On fait aussi de la formation et on conçoit et on anime des formations dans ces domaines-là. On peut aussi faire des formations à façon, donc venir former votre personnel. On peut aussi intervenir dans des référentiels tels que l'ISMATEX ou la Sarcatex, où en fait là on va former carrément le personnel de maintenance sur les produits ATEX qu'on peut retrouver dans une usine. On accompagne aussi des filières qui sont concernées par les problématiques d'incendie et d'explosion, et en particulier des secteurs émergents. On a une très bonne expertise sur la méthanisation, sur l'hydrogène, également sur tout ce qui est nanopoudre. Voilà. On a même un laboratoire qui s'occupe uniquement de caractériser des substances à l'échelle nanométrique. Donc l'idée, en fait, c'est d'évaluer pertinemment les risques ATEX. Le laboratoire qui est dans notre unité, il n'est pas là pour rien. C'est qu'en fait, si on veut une bonne analyse des risques ATEX, on a intérêt de caractériser les produits, de savoir à quoi on a affaire. Sinon, on fonctionne un peu à vue et au doigt mouillé. Donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu connaître les substances. Donc pour ça, on peut caractériser des gaz, des liquides, et également des pulvérulents. Et des substances. L'idée aussi, c'est que sur des substances nouvelles, on peut être amené à faire des essais, donc c'est-à-dire des choses qui ne seraient pas disponibles dans la littérature. Voilà. L'idée aussi, c'est si vous avez un très grand nombre de produits, on a des équipes de modélisation au niveau modélisation moléculaire qui peuvent vous permettre de faire un premier screening de tous vos produits et de sélectionner les plus pertinents à analyser. Parce que faire des caractérisations en laboratoire, ça prend du temps et c'est coûteux. Donc l'idée, c'est de faire des bons plans d'expérience. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance des procédés. Alors ça, nous, on n'est pas tous sachants sur tous les procédés existants. L'idée, en fait, c'est d'avoir un vrai dialogue avec les industriels et de pouvoir connaître le procédé en profondeur. Donc c'est-à-dire, on va faire des visites, on va mener plusieurs réunions pour bien comprendre. On va essayer de dialoguer avec le maximum de personnes qui sont en lien avec le procédé, avec la maintenance, la production, les services HSE. L'idée, c'est vraiment de comprendre le mieux possible. Et on peut aller jusqu'à modéliser un procédé, en faire des démonstrateurs ou des moyens d'essai. On a par exemple une galerie incendie. Par exemple, pour la petite histoire, quand le tunnel sous la Manche a été construit, on a fait des essais à échelle réduite dans un tunnel de dispersion, de propagation d'un incendie pour essayer de voir comment un incendie pourrait se propager dans un tunnel. L'idée, c'est qu'on peut un peu tester toutes ces choses-là avec des moyens d'essai que notre site permet. Et enfin, l'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance des moyens de maîtrise. Ça veut dire, une fois qu'on a bien caractérisé, une fois qu'on a compris le procédé et qu'on a identifié les zones à risque, l'idée, c'est de pouvoir proposer des moyens de prévention et des moyens de protection, surtout, contre ces explosions. Donc, bien sûr, on pense tout de suite à la ventilation. On se rend compte que dans beaucoup de cas, une bonne ventilation peut diluer une atmosphère explosive et donc nous prémunir de ces risques-là. On a aussi une bonne connaissance sur les moyens de détection et d'asservissement pour les procédés. Par exemple, on peut imaginer, en cas de défaut d'une ventilation, une coupure complète du procédé pour éviter qu'il y ait encore les sources de dégagement qui puissent être actifs. On va aussi analyser toutes les procédures et les consignes d'exploitation, savoir est-ce qu'elles sont oui ou non en adéquation avec une bonne maîtrise des risques. Et on peut aussi aller sur les paramétrages de pilotage du procédé, donc à savoir les températures, débit, pression, et donner des conseils à ce niveau-là. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans la partie physique de l'exposé, où je vais essayer de présenter un petit peu la phénoménologie de l'atmosphère explosive. Et l'idée, c'est aussi de présenter un petit retour d'expérience dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, je ne peux pas faire d'analyse, présenter la phénoménologie sans présenter le fameux triangle du feu.
Donc le triangle du feu, je pense que vous connaissez à peu près tous. L'idée, c'est quelles sont les 3 conditions qu'il faut pour qu'un feu démarre et se maintienne. L'idée, c'est qu'il faut avoir un comburant. Donc on peut trouver des gaz comburants dans certains procédés, mais la plupart du temps, on va travailler avec l'oxygène de l'air. Il faut un carburant, ça veut dire quelque chose qui peut brûler. Donc à savoir pour beaucoup des gaz inflammables, des poussières pulvérulentes, de la farine par exemple, voilà, du sucre, pour donner des exemples concrets, de l'amidon aussi. Et il faut une énergie qui est souvent sous forme de chaleur ou de flamme. Mais on va le voir après, ça peut aussi être des décharges d'électricité statique. Donc ça peut être vraiment tout ce qui peut être amené à enflammer. Donc on a l'idée de l'allumette, mais en tout, il y a 13 sources d'inflammation que je vais pouvoir détailler après. Quand on parle d'attaque, on parle surtout d'explosion. Et donc l'explosion, il faut aller un petit peu plus loin que le concept du triangle du feu. Il faut aller sur l'hexagone de l'explosion. Alors c'est quasiment pareil. On retrouve d'ailleurs ce que j'ai entouré en rouge. C'est le triangle du feu, en fait. On retrouve toujours le combustible, le comburant et l'énergie. Mais à ça va s'ajouter 2 notions que j'ai mis en vert, qui est le domaine d'explosivité et le fait que le combustible doit être en suspension. Donc déjà, qu'est-ce qu'un domaine d'explosivité? C'est en fait une concentration en combustible qui est idéale pour avoir une explosion. Ça veut dire, si on est en dessous de cette petite partie, eh bien, on n'aura pas assez de combustible pour démarrer une explosion. Et si on est au-delà de ce domaine d'explosivité, eh bien, on sera trop pauvre en comburant. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura trop de combustible dans la pièce. Par exemple, une atmosphère qui serait remplie à 100% de méthane, donc on sait que le méthane est inflammable, mais si on est à 100% de méthane dans la pièce, eh bien, on ne pourra pas avoir d'explosion parce qu'il n'y aura pas d'air. Donc l'idée, c'est ça. Et il faut aussi que le combustible soit en suspension. Alors ça, on se le représente très bien avec les poussières, notamment la farine ou le sucre. Si vous avez une couche au sol de farine, par exemple, tant qu'elle n'est pas mise en suspension, on n'aura pas d'explosion. L'idée, c'est qu'il faut que, je sais pas, par exemple, un coup de soufflette, air comprimé ou autre, mettre la poussière en suspension, et c'est seulement à ce moment-là qu'on a une explosion. Pour les liquides et gaz, l'idée, là, c'est le point d'éclair. Ça veut dire, si on est en dessous d'une certaine température, il n'y aura pas assez de vapeur, en fait, dans l'air pour démarrer une explosion. Donc il faut toujours que le combustible soit en suspension, c'est-à-dire qu'on ait des vapeurs, par exemple, au-dessus d'une flaque. Voilà. Et la sixième partie, c'est le facteur aggravant, donc, que j'ai juste mis en noir parce qu'il n'y a pas besoin de ce facteur-là pour avoir une explosion. C'est juste un facteur aggravant, c'est le confinement. En fait, une explosion sera bien plus importante si elle est en milieu confiné que si elle est à l'air libre. Donc par exemple, tous les procédés où on a du capotage ou des choses comme ça, eh bien, ça peut être très bien pour des raisons de qualité. Par contre, pour la sécurité sur l'explosion, ce n'est pas forcément l'idéal parce qu'une explosion peut largement se propager beaucoup plus facilement en milieu confiné. Pour rentrer un peu plus dans le détail du mécanisme de l'explosion, l'idée c'est que pour qu'une explosion puisse s'amorcer, il faut que le mélange reçove localement un minimum d'énergie et puisse se propager à l'ensemble du système. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, je vais reprendre l'exemple d'une poussière qui serait au sol. L'idée c'est que si elle est mise en suspension et qu'elle est inflammée, donc on a un minimum d'énergie qui est amené, on va avoir un début d'explosion et cette explosion va se propager tant qu'il y aura du combustible en suspension. Et pas de chance, comme une explosion fait un souffle, on peut imaginer que le combustible va être simplement mis en suspension par le souffle de l'explosion et se propager comme ça. Donc la réaction, elle s'effectue localement dans une zone mince qui s'appelle la flamme. Et la flamme, comme je l'ai indiqué, donc, va progresser des gaz brûlés vers le mélange explosif. On distingue en fait 2 types de propagation d'une explosion selon la vitesse du front de flamme. Si la vitesse du front de flamme elle est inférieure à la vitesse du son, on est dans un régime de déflagration. Dans les ATEX, c'est ce qu'on va principalement retrouver. On sera plutôt dans un régime de déflagration. Ensuite, on a une transition vers la détonation, c'est-à-dire que le front de flamme continue à accélérer et on va arriver à la détonation. Ça veut dire que la vitesse du front de flamme sera supérieure à la vitesse du son. Et dans ce cas-là, on est dans un phénomène de détonation, phénomène qu'on observe plutôt avec du matériel pyrotechnique.
Alors l'organisatrice de cette conférence m'a envoyé un petit peu des données sur le CFIA. Alors j'ai que récupéré celle de 2019. L'idée de cette diapo, c'est un peu de savoir est-ce que oui ou non, dans votre industrie, vous êtes soumis aux ATEX ou pas? Est-ce qu'il y a des problèmes liés aux ATEX? Déjà, on peut s'imaginer, prenons par exemple les produits laitiers ou fabrication de yaourts ou autres. Très souvent, en fait, les yaourts, c'est des formules, donc on ne met pas que du lait, voilà, on met aussi du sucre, par exemple, dedans. Et il se trouve que le sucre est combustible et donc générateur d'ATEX. Pareil, certains colorants qui sont utilisés ou certains arômes sont en fait des substances inflammables. On peut même trouver des inflammables de catégorie 3 dans les arômes. Donc c'est aussi soumis à la réglementation ATEX et donc aux atmosphères explosives. On peut aussi voir dans la chocolaterie le cacao en poudre, ça c'est pareil. C'est aussi, donc là on est plutôt dans la partie poussière. Le cacao en poudre, donc le sucre aussi. Alors après, on peut imaginer par exemple fruits et légumes, on a un peu plus de mal à s'imaginer que la latex soit présente. Et pourtant elle l'est, parce que la simple utilisation de chariots élévateurs qui fonctionnent avec des batteries au plomb, eh bien, ces chariots élévateurs-là sont soumis à la réglementation ATEX dans le sens où les batteries au plomb en fin de charge émettent du dihydrogène gazeux. Et le dihydrogène gazeux, comme on le sait, est un gaz inflammable. Et donc voilà, même donc, pour des industries où on pourrait se dire moi j'ai pas de problème ATEX, en fait voilà, il faut que vos locaux de charge soient conformes aux règles, qu'il y ait une bonne ventilation et qu'on puisse en fait diluer d'éventuelles atmosphères explosives qui pourraient se former. Au niveau du retour d'expérience, donc en fait sur les 10 dernières années, la Caisse nationale d'assurance maladie a relevé 150 accidents qui ont engendré un arrêt de travail, dont 4 décès qui seraient liés du coup à des phénomènes d'explosion. Donc là, je vous ai mis une petite image de silo, un silo à grains qui a explosé donc dans une semoulerie. Alors, on a essayé de recenser un petit peu le nombre d'accidents. Alors, c'est pas une mince affaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on considère en moyenne qu'il y a une explosion par jour dans l'industrie en France. Alors, on n'entend pas forcément parler tout le temps parce que ça peut être quelque chose de très petit, en fait, qui même dans les circuits internes de l'usine n'a pas forcément été relevé. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est un risque qui peut être présent et qui peut avoir des conséquences très désastreuses, comme on va le voir dans le cas concret après. Donc j'ai mis en rouge les ATEX poussières parce que pour moi, au niveau de l'industrie agroalimentaire, on est surtout soumis à des poudres et des poussières, à des colorants, à des pigments, à du sucre, à du cacao. Mais voilà, ça en fait quand même quelques-uns par an. Alors ceux qu'on a relevés, c'est ceux qui ont été déclarés, si on peut dire ça comme ça. Il y a une très bonne base qui s'appelle la base ARIA du BARPI, qui est une base qui est consultable gratuitement. Je vous invite à faire un petit tour et à taper le mot ATEX et vous serez surpris de trouver quand même pas mal d'accidents qui ont été recensés par le ministère. Donc là, j'ai mis quelques images des conséquences que pourrait avoir une explosion d'ATEX. Donc là, de mémoire, c'est une usine de biogaz qui a explosé. Donc voilà, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose. Pour les ATEX poussières, des silos, donc d'une semoulerie. Alors bon, l'image n'est pas de très bonne qualité, mais si on zoome, on voit quand même que des silos qui sont en béton ont le toit complètement arraché. Et celle-là, c'est aux États-Unis, je crois, une usine de traitement des eaux, quelque chose comme ça, qui a aussi, dont il reste plus grand-chose, voilà, avec cette vue aérienne. Maintenant que pour la phénoménologie, on a un peu fait le tour, l'idée, c'est de vous présenter quand même le cadre réglementaire et normatif. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est quand même quelque chose d'important, parce que l'atmosphère explosive, c'est directement lié à un cadre réglementaire en France et en Europe. Donc, tout commence par 2 directives qui réglementent les atmosphères explosives. Il y a la directive 99-92-CE qui, elle, est relative à la sécurité des travailleurs et elle concerne du coup les exploitants d'installations qui présentent des risques ATEX. En fait, cette directive-là, qui n'est pas très grande, elle doit faire 4 pages au maximum, l'idée c'est de vous présenter, c'est de vous donner les billes pour effectuer ce fameux classement de zone.
Donc ça veut dire, est-ce que dans mon usine, oui ou non, j'ai un risque ATEX, donc un risque atmosphère explosive, et si cette atmosphère explosive est présente, est-ce qu'elle est présente en conditions normales, ou est-ce qu'elle est présente en cas de dysfonctionnement, et où elle est présente, et si possible, sa dimension. Est-ce que c'est une grosse ATEX, est-ce que c'est une plus petite, pour pouvoir s'y prémunir au mieux. Une fois que ce classement de zone a été fait, on passe en fait à une seconde directive qui est la 2014-34 UE, qui elle en fait va être relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Donc ça veut dire que là, une fois que votre classement de zone a été fait, que vous avez identifié en fait partout où vous pouvez avoir une atmosphère explosive, l'idée c'est d'aller mettre du matériel qui soit adéquat pour fonctionner dans ces zones. Donc qu'est-ce qu'on entend par adéquat? On entend en fait un matériel qui ne serait pas source d'inflammation. Vous avez vu qu'il pouvait y avoir une atmosphère explosive. L'idée, c'est de ne pas l'enflammer pour ne pas créer d'explosion. Et donc, il y a une directive qui encadre tout ça. Alors, là où c'est intéressant, cette directive, c'est que, OK, elle s'adresse aux constructeurs de matériel. Ça veut dire que vous, en tant qu'exploitant, vous n'allez que faire acheter finalement ce matériel-là. Mais elle s'applique aussi pour des gens qui vont assembler plusieurs matériels ATEX. Et en fait, c'est pas parce que vous assemblez deux matériels ATEX ensemble que votre ensemble est ATEX. L'idée, c'est qu'il faut refaire une certification conformément à la directive. On ne peut pas juste assembler. Donc ça veut dire, voilà, parfois, j'ai des clients qui sont dans des usines et qui exploitent, du coup, qui ont assemblé plusieurs matériels ATEX, qui disent, bah oui, nous, c'est bon, on est tranquille, A est ATEX, B est ATEX, donc A plus B est ATEX, et pas forcément, et ils deviennent, en fait, directement constructeurs du fait même de cet assemblage. L'idée aussi, c'est de pouvoir dimensionner des appareils de protection. Ça veut dire, si on n'a pas pu éviter qu'une atmosphère se forme, et si on n'a pas pu non plus éviter son inflammation, l'idée c'est de pouvoir se protéger au mieux d'une éventuelle explosion et pouvoir par exemple diriger une explosion dans un lieu sûr. Le premier moyen qui vient à l'esprit, c'est les évents d'explosion, qui sont en fait des surfaces soufflables qu'on peut retrouver par exemple sur les silos. L'idée c'est que si jamais il y a une explosion qui survient dans un silo, elle aille directement vers la surface soufflable et elle puisse se décharger à l'extérieur vers une zone qui soit exempte de personnel. L'idée de ces directives-là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le risque. Donc il faut toujours avoir une protection suffisante pour les travailleurs, mais ce n'est pas non plus de le surestimer. Ça veut dire, si on se met à mettre du matériel latex partout, ça devient très vite pénible parce que le matériel latex, ça s'entretient d'une certaine manière qui n'est pas forcément les mêmes normes de maintenance que les autres appareils qui peuvent être présents en zone. Et l'idée, c'est que le personnel doit être formé à son maintien dans le temps. C'est du matériel qui coûte cher, donc il ne faudrait pas non plus banaliser ce risque-là. Pareil, si on a des détecteurs de partout, que ça sonne pour un oui ou pour un non, par exemple que les seuils de détection sont beaucoup trop bas, on va avoir des alarmes qui vont sonner toutes les 5 minutes et en fait au bout d'un moment, on n'y fera même plus attention et quand il y aura vraiment un vrai risque d'explosion, on ne sera plus vraiment dedans. Pour nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette présentation, ça va surtout être la première directive, c'est-à-dire la directive qui donne le classement de zone. Je parlerai un petit peu du matériel, mais 45 minutes, c'est trop court pour tout traiter. Donc on va déjà passer par l'essentiel et ce qui intéresse tout de suite l'exploitant, c'est à savoir est-ce que oui ou non, j'ai des zones ATEX. Donc la 99-92 CE définit en fait 3 types de zones. Les zones 0 ou 20, les zones 1 ou 21 ou les zones 2 ou 22. La zone 0 ou 20, c'est des zones en fait où une atmosphère explosive est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment. En gros, c'est en fonctionnement normal, ça veut dire que votre exploitation, enfin votre procédé tourne de manière normale, il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas d'avarie, il ne se passe rien. Juste, vous allez avoir une atmosphère explosive. On imagine par exemple facilement des ciels de réacteurs. Un réacteur chimique qui met en œuvre une substance inflammable, on va avoir en permanence dans le ciel du réacteur une atmosphère explosive, ce sera une zone 0. Le petit 2 qu'on met devant, le 0, c'est qu'on parle de poussière. Quand il n'y a pas de petit 2 devant, c'est qu'on parle de gaz-vape, enfin gaz et vapeur. Et quand il y a un petit 2 devant, c'est pour la poussière. Zone 1 ou 21, c'est une atmosphère qui est susceptible de se présenter en fonctionnement normal, mais occasionnellement. Par exemple, on peut imaginer facilement de classer en zone 21
un opérateur qui déverserait un sac de sucre dans une trémie. Il ne le fait pas tout le temps, il le fait occasionnellement, peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3 fois sur son shift. Et ben, l'idée, c'est qu'on n'a pas en permanence une atmosphère explosive. Par contre, voilà, quand il verse manuellement son sac de sucre, et ben, en fait, on a une petite ATEX qui se forme autour du point de versement. Et donc, on est en zone 21. Et enfin, pour moi, la plus complexe à définir, c'est la zone 2 ou 22. Parce que c'est une ATEX qui n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal. Donc ça veut dire qu'on rentre dans le cas du dysfonctionnement. C'est tout ce qui pourrait mal tourner sur votre procédé. Par exemple, pour ce qui est tuyauterie de gaz, par exemple, si vous avez une chaudière à gaz dans votre usine, eh ben on va être plutôt dans une zone 2 parce que, ok, votre réseau, apparemment, il n'y a pas de problème. Par contre, en cas de fuite, eh ben, il faut quand même imaginer qu'on peut avoir une atmosphère explosive qui se forme. Donc on va définir une zone 2 qu'il va falloir dimensionner, bien sûr. Mais l'idée, c'est mes raccords peuvent fuir, donc je vais avoir potentiellement une ATEX, donc dans un cas qui ne serait pas de fonctionnement normal. La zone 22 en poussière, elle est tout autre. C'est l'idée de dépôt de poussière au sol. Comme je l'avais montré dans la phénoménologie, il faut que votre combustible soit en suspension pour qu'il y ait explosion. Mais l'idée, c'est que si vous avez une couche de poussière au sol, là, en fonctionnement normal, il ne se passe rien, parce que tant qu'elle est au sol, il n'y a pas d'atmosphère explosive. Par contre, le jour où cette poussière se met en suspension, par exemple à cause du souffle d'une explosion primaire ou à cause d'une soufflette à air comprimé, on n'est plus dans le cadre du fonctionnement normal, on est dans le cadre du dysfonctionnement. Et donc, dans ce cas-là, on a une zone 22 qui se forme. Et en fait, il va falloir délimiter cette zone là où il y a la poussière au sol. Ce qui est très important à retenir, c'est que quand on parle de zone, on ne tient pas en compte des sources d'inflammation. Ça veut dire qu'il ne faut pas une ATEX plus une source d'inflammation pour avoir une ATEX. Il faut simplement avoir une probabilité d'apparition. Donc par exemple, est-ce que c'est en fonctionnement normal, est-ce que c'est occasionnel, ou est-ce que c'est en cas de dysfonctionnement? Alors vous trouverez certaines normes américaines qui précisent qu'est-ce que c'est occasionnel, qu'est-ce que c'est fréquent, avec des temps en fait. Ça peut être intéressant en première approche d'utiliser ces choses-là, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir discuter, de se mettre autour de la table avec l'ensemble des personnes en charge de l'exploitation du procédé et de pouvoir se dire ok, est-ce qu'on est dans un cas occasionnel ou est-ce que plutôt c'est fréquent. Voilà, l'idée c'est de pouvoir définir un peu tout ça, parce que la directive ATEX, elle ne donne pas plus d'informations que le tableau que je vous présente ici. Alors, là, on a parlé des directives européennes. L'idée, c'est que ces directives européennes, en France, elles ont été transposées en droit français. Parce qu'une directive, finalement, il n'y a pas forcément d'obligation d'application. C'est chaque pays qui fait un peu comme il veut. Du coup, en France, nous, par contre, c'est rentré dans le Code du travail. Et donc, ça veut dire que c'est de l'obligation de l'employeur de garantir en fait qu'il n'y ait pas d'ATEX, ou en tout cas s'il y a des ATEX, que le risque soit maîtrisé. Au niveau du matériel, c'est pareil. Je vous ai juste mis les textes en fait qui régissent ça en droit français, mais on ne va pas s'éterniser dessus. Pour la partie exploitant, j'ai un peu regroupé quelques articles que je trouve intéressants du Code du travail. Il y a par exemple ce premier article qui indique que l'employeur doit en fait empêcher la formation d'atmosphères explosives, doit éviter leur inflammation s'il n'a pas réussi à les éviter, et il doit atténuer les effets nuisibles d'une explosion si jamais il n'a pas non plus réussi à empêcher leur inflammation. Là, c'est important de bien indiquer que c'est l'employeur. Ça veut dire que vous pourrez vous faire accompagner par des sociétés comme la nôtre, par exemple, sur le classement de zone, mais nous, on ne va que donner des recommandations. On va dire, voilà, nous proposons de classer telle zone sur une distance de telle zone, etc. Vous avez un accompagnement, mais le fin mot de l'histoire, il est en fait entre les mains de l'exploitant. Ça, c'est très important parce qu'en fait, en droit français, votre risque d'explosion, il doit être renseigné dans le document unique. Donc ça veut dire dans le même document où tous les risques normalement qu'il y a sur votre usine sont renseignés, je ne sais pas, la chute de plein pied ou des choses comme ça, et vous devez faire un petit volet qui s'appelle le document relatif à la protection contre les explosions, où vous indiquez si vous avez un risque ATEX sur votre site, où est-ce qu'il est, comment il est dimensionné et quelles sont les mesures techniques et organisationnelles que vous avez prises pour éviter qu'il survienne, ou alors, comme l'indique le premier article, d'atténuer les effets d'une éventuelle explosion.
L'idée, en fait, c'est d'avoir des mesures qui sont destinées à éviter la propagation des explosions. L'idée, c'est de faire un réexamen périodique à chaque fois que des changements importants ont lieu dans votre procédé. Par exemple, vous changez de formule, vous aviez tel arôme et vous passez à l'arôme B, eh bien, il va falloir réévaluer le risque d'explosion. Est-ce que mon arôme est inflammable? Si oui, quelle classe d'inflammabilité? Et est-ce qu'il est plus dangereux que l'arôme que j'utilisais avant ou pas? Si vous avez, je ne sais pas, une nouvelle formule, quelque chose de nouveau que vous allez produire sur votre site, il va toujours falloir réfléchir à la lumière de la sécurité des procédés et en particulier de l'explosion. Est-ce que oui ou non, ce nouveau procédé ou cette nouvelle formule va générer chez moi un risque ATEX? Et ce, même s'il n'y a pas de nouvelles formules ou de nouveaux procédés, l'idée c'est de pouvoir faire un réexamen tous les ans. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que après un an, on est toujours d'accord sur notre zone? Est-ce qu'on est toujours d'accord sur nos procédures? Est-ce qu'on est toujours d'accord sur le fait qu'on maîtrise correctement le risque? Et est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Et si oui, à faire un plan d'action pour aller vers une maîtrise du risque. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'avant-dernier article que j'ai indiqué. C'est l'employeur qui subdivise les zones des emplacements dans lesquels les attaques peuvent se présenter. Donc ça veut dire, comme je le disais, même si vous avez un accompagnement, c'est l'employeur qui indique où sont ces zones. Voilà. Alors, la frontière entre le code du travail et le code de l'environnement, c'est de savoir est-ce que ça sort oui ou non du site. Il faut bien garder à l'esprit que les études ATEX ne rentrent pas dans les études de danger. C'est deux choses bien différentes. L'étude de danger, elle va un peu se poser la question de est-ce que oui ou non mon risque sort du site, alors que pour l'ATEX, on va être dans le droit du travail et dans la santé et la sécurité du travailleur. Donc on va prendre en compte la moindre petite explosion qui pourrait survenir et donc la moindre atmosphère explosive qu'on pourrait avoir. Alors comme je vous l'ai montré avec les directives, on est un peu démunis parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement dans ces directives-là. Alors, on peut retrouver des guides. Il y a notamment un guide d'application de cette directive-là qui nous guide un petit peu de la façon de comment mettre en place. Il y en a aussi des guides parfois par secteur. Alors, on en retrouve beaucoup dans le secteur de la pétrochimie parce qu'eux, ils sont très soumis au risque ATEX. Mais maintenant, ça commence de plus en plus à se développer, d'avoir des guides par secteur d'activité. Et on peut aussi essayer de se reposer sur certaines normes. Donc là, je vais vous en présenter surtout deux qui, pour moi, font référence dans le classement de zone. C'est les deux 60079, la -10-1 et la -10-2. La -10-1, elle est pour les gaz et les vapeurs, et la -10-2, elle est pour les ATEX poussières. Alors on voit la différence du nombre de pages. C'est qu'en fait, pour les gaz et les vapeurs, on arrive beaucoup plus facilement à modéliser une étendue, voilà, avec différents calculs qui seraient autour d'une dispersion en fait, alors que pour la poussière c'est un peu plus touchy dans le sens où on n'a pas encore de formule pour vraiment voir comment la poussière va se mettre en suspension, etc. Alors il y a des travaux de recherche qui sont en cours pour essayer d'avancer un peu mieux sur le dimensionnement des zones ATEX poussière, mais voilà. L'idée, c'est qu'on peut avoir une procédure de classification des emplacements pour l'ATEX poussière avec une méthodologie à suivre. Donc, il faut connaître d'abord la combustibilité ou non de la poussière. Donc, pour ça, l'idée, c'est de faire caractériser votre substance, d'aller dans les laboratoires et d'un peu connaître tout ça. L'idée, c'est ensuite d'identifier les sources de mise en suspension de poussière dans le procédé. Donc, par exemple, est-ce que j'ai un broyeur? Est-ce que j'ai un tamis vibrant? Est-ce que j'ai des chutes de poussière ou des choses comme ça? Donc partout où en fait on va avoir une mise en suspension. Identifier les confinements de poussière. Donc comme je l'ai rappelé, le confinement c'est un facteur aggravant d'une explosion. Donc il est important de savoir où est-ce que votre poussière est confinée. Les régimes d'exploitation et de maintenance de l'installation. Et enfin, définir la probabilité que la poussière se dégage et leur durée de présence. Et ça, en fait, dès qu'on a défini la durée de présence, on peut retrouver nos fameuses zones 20, 21, 22 et savoir quel type de zone on a. Donc, en fait, il y a aussi des normes AFNOR selon le type d'activité, avec des propositions de classement de zone ATEX, de mesures de sécurité. Donc là, l'idée, ça va être de parcourir un petit peu tout ça et de voir les champs d'application. Pour les prochaines slides, j'ai
quelques autres petites normes qui sont intéressantes. Alors je ne vais pas les détailler parce qu'il y en a pour 2 pages de slides, mais l'idée voilà, c'est que vous puissiez un petit peu voir qu'il y a quand même des normes qui ont été écrites autour. Hein. On a essayé d'un petit peu faire avancer la science sur le sujet des ATEX. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a quand même des normes qui permettent de dimensionner notamment les systèmes de protection. Ça c'est important parce que ça va vous permettre, vous, après, de faire votre choix des différents moyens de protection à partir de normes. Donc c'est des calculs normalisés et à partir des caractéristiques de votre poudre, par exemple, et vous n'allez pas avoir la même surface soufflable, par exemple, pour un évent d'explosion, ou ça ne va pas être exactement la même technologie pour un suppresseur d'explosion ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'est que tout ça, c'est donné par norme. Et aussi, c'est pas pour vous faire refourguer n'importe quoi. Voilà, il faut que votre fournisseur d'équipement soit en adéquation avec ces normes-là. Donc voilà, encore d'autres normes. Si moi j'en ai à conseiller, c'est surtout toutes les 61-79. Donc il y en a plein, hein, -1, -2, -3, enfin il y en a une flopée. L'idée c'est elles sont plutôt intéressantes parce qu'elles vont aller se concentrer sur les ATEX gaz vap et sur les ATEX poussière. Notamment pour définir un petit peu les appareils électriques à être utilisés en atmosphère explosive. Il faut savoir pour les matériels que les zones 0,20, 1,21 sont très encadrées dans le cadre de la certification pour le matériel ATEX. Les zones 2,22, c'est en fait de la certification volontaire. Donc on peut retrouver un petit peu tout et n'importe quoi. Par exemple, une petite anecdote que j'ai, moi, c'est l'un de mes premiers clients qui me disait qu'il avait trouvé une perceuse ATEX. Et en fait, en y regardant de plus près, c'était que du marketing, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout d'ATEX en fait dedans. C'était juste une perceuse qui résistait, qui ne s'encrassait pas dans une atmosphère empoussiérée, mais en aucun cas, elle n'était pas source d'inflammation si jamais on était dans une atmosphère explosive. Donc il faut vraiment faire très attention avec le matériel que vous achetez. Et l'idée, c'est de pouvoir se faire accompagner aussi là-dessus et de pouvoir regarder en détail une bonne adéquation du matériel latex à vos différentes zones. Là, je vais parler un petit peu plus de l'évaluation du risque ATEX, donc à savoir les substances, comment on évalue. Alors dans les grandes lignes, parce que ça prendrait trop de temps pour vraiment rentrer dans les détails, mais déjà, ce que j'avais un peu parlé sur les domaines d'explosivité, donc on sépare bien les gaz et vapeurs, les poussières et les liquides. Donc là, on a une représentation visuelle de ce dont je vous parlais sur le domaine d'explosivité. Donc pour les gaz et les vapeurs, quand on est trop pauvre en combustible, on est en dessous de la limite inférieure d'explosivité, la LIE. Quand on est entre la limite inférieure d'explosivité et la limite supérieure d'explosivité, on est dans le domaine d'explosivité, c'est là où il y a un danger. Et si on arrive au-dessus de la limite supérieure d'explosivité, eh bien on va être trop riche en combustible et il n'y aura pas de problème. À savoir que ça peut être une méthode de maîtrise du risque ATEX d'être toujours au-dessus de la limite supérieure d'explosivité. Par exemple, si vous avez une cuve et que vous garantissez avec des capteurs que vous n'avez pas suffisamment d'oxygène pour créer une explosion, que vous êtes en dessous des concentrations limites en oxygène, eh bien en fait vous allez être dans une atmosphère trop riche en combustible et donc du coup vous n'aurez pas ça. Pour les poussières, il y a aussi la notion de LIE, de limite inférieure d'explosivité. Par contre, il n'y a pas de notion de limite supérieure. En fait, il y aura toujours assez d'air dans un environnement empoussiéré pour créer une explosion. Donc là, on ne pourra pas se protéger en disant « Ah, mais moi, de toute façon, c'est toujours empoussiéré, il y a trop de poussière. » Non, ça ne marche pas. Donc en fait, là, on ne parle pas de LIE, ça c'est juste un petit vocabulaire, mais on parle de CME qui veut dire concentration minimale d'explosivité, pour faire la différence entre les gaz vap et les poussières, mais c'est la même ordre d'idée, hein, c'est-à-dire c'est une limite inférieure à partir de laquelle on est bon. Donc là, j'ai mis entre parenthèses 30 grammes par mètre cube. J'ai mis 30 grammes par mètre cube parce que c'est une moyenne, on va dire, les poussières, classiquement, on est autour de la dizaine de grammes par mètre cube. Alors 10 grammes, hein, c'est quasiment rien, hein. Par exemple, pour une farine, ça peut être une bonne cuillère à soupe ou 2 bonnes cuillères à soupe de farine, ça suffit. Donc ça veut dire si vous avez 2 bonnes cuillères à soupe en suspension dans l'atmosphère, on peut déjà générer une explosion. Alors une petite, hein, bien sûr, on ne va pas faire sauter la baraque, mais en tout cas, on sera déjà dans le cadre de l'atmosphère explosive à partir de cette concentration-là. Et pour les liquides, l'idée intéressante, c'est le point d'éclair. Donc par exemple, là, j'ai pris un point d'éclair assez classique dans les solvants, éthanol ou des choses comme ça, autour de 10-12 degrés.
Ça veut dire qu'en dessous de cette température-là, on serait dans une température trop basse pour que des vapeurs inflammables soient suffisantes, enfin deviennent inflammables en fait. Il y a toujours des vapeurs qui se forment, mais elles ne seront pas aptes à générer une inflammation. Et par contre, au-delà de cette température-là, on est dans le domaine d'explosivité. Ça veut dire que les vapeurs seront en mesure de générer une explosion. Et bien sûr, plus on augmente la température et plus on va avoir de vapeurs inflammables au-dessus de votre flaque. Alors là, voilà, là j'ai donné quelques petits exemples. Une notion intéressante quand vous caractérisez votre produit, c'est la température minimale d'inflammation. Donc on a la température minimale d'inflammation en nuage et la température minimale d'inflammation en couche. C'est juste le moyen d'essai qui change. L'idée, c'est en fait, pour la température minimale d'inflammation en nuage, TMI-nuage, c'est que vous mettez en suspension votre poussière dans un four que vous chauffez de manière graduelle. Vous arrivez à un point de température qui sera suffisant à enflammer votre atmosphère. Pour la température minimale en couche, c'est en fait on met une petite couche de 5 mm d'épaisseur sur une surface chaude qu'on chauffe pareil de manière graduelle et à partir d'une certaine température, on va observer une inflammation. Alors pourquoi c'est important la TMI nuage et la TMI couche? C'est qu'en fait ça vous permet de dimensionner vos températures maximales de surface de vos équipements et de vérifier est-ce que mes températures maximales de surface elles sont en adéquation avec les substances que je mets en œuvre dans mon procédé. Ça sert à ça. Alors il y a toujours un petit facteur de sécurité. On ne prend pas la température minimale d'inflammation brute, on prend toujours un petit facteur de sécurité qui dépend de la TMI couche ou de la TMI nuage. Ensuite, l'idée, c'est un peu de savoir si j'ai une attaque, si elle est enflammée, s'il y a explosion, eh bien, quelles sont les conséquences en termes de surpression de cette inflammation. Donc là, j'ai remis quelques petites idées. Donc par exemple, à 0,1 bar de surpression, on a déjà des bris de vitres et des dommages aux structures. À 0,3 bar, on a une rupture du tympan. Et à 2 bars, on trouve déjà, on est en mort immédiate si vous êtes soumis à une telle surpression. L'idée, c'est qu'en fait, par exemple, on retrouve pour l'amidon de blé que la pression maximale d'explosion, elle est de 8 bars. C'est-à-dire dans les conditions parfaites, avec un très bon confinement, etc., et bien en fait, de l'amidon de blé en suspension peut générer une surpression de 8 bars. Donc 4 fois plus que ce qu'il faut pour mourir sur le coup. Voilà, donc ça c'est très important de faire caractériser ces données-là. Ça vous donne une idée un peu de la dangerosité de votre produit. Et au-delà de ça, ça permet de dimensionner les moyens de protection. La vitesse de montée en pression, le KST, ou la pression maximale d'explosivité permet en fait de dimensionner vos protections. Voilà. Une donnée importante aussi dans la caractérisation des substances, c'est la notion d'EMI, donc d'énergie minimale d'inflammation. L'énergie minimale d'inflammation, c'est une énergie donnée en millijoules qui permet de savoir si cette énergie elle est suffisante à enflammer votre atmosphère explosive ou non. Donc en fait, derrière l'énergie minimale d'inflammation, il y a la question, est-ce que oui ou non, ma substance est sujette au phénomène électrostatique ou pas. Donc par exemple, sur des EMI toutes petites, inférieures à 3 millijoules, en fait, on est extrêmement sensible au phénomène électrostatique. De 3 à 30, on est très sensible. De 30 à 1000, on est sensible. Et au-delà de 1000, on est peu sensible. Donc là, j'ai donné quelques exemples. L'amidon de blé, on est à 25 millijoules. Le sucre à 30, la vitamine C à 60. L'idée, c'est de pouvoir rapprocher ça du choc qu'on peut ressentir. Donc, par exemple, quand on est dans le domaine de l'imperceptible, donc ça veut dire l'imperceptible, c'est par exemple juste le fait de vous frotter votre main avec votre autre main. On est dans le domaine de l'imperceptible. Et cette quantité d'énergie-là, qui se compte en microjoules, elle suffit déjà à enflammer une atmosphère hydrogène. Donc par exemple, vos fameux chariots élévateurs en fin de charge qui génèrent de l'hydrogène, voilà, si un opérateur passe et qu'il n'est pas protégé contre le risque électrostatique et qu'il se retrouve dans une atmosphère explosive, simplement, voilà, ça suffirait à enflammer. Dans le juste ressenti, on est plutôt dans le domaine de enlever son pull, par exemple, et ressentir une petite décharge. Et bien là, on voit déjà que ça suffit à enflammer certaines vapeurs, comme l'acétone, par exemple. Donc voilà. Après, on est dans le clairement ressenti. Là, on rentre plutôt dans le cadre des poudres et des poussières. Donc à partir de 10 millijoules, donc on l'avait vu, par exemple,
25 millijoules pour l'amidon. Donc là, dans le clairement ressenti, on est au niveau de la châtaigne qu'on se prend sur sa voiture, par exemple, pour donner une petite ordre d'idée. Et arrivé à 100 millijoules, on a le phénomène de recul, c'est-à-dire vraiment, on enlève la main tout de suite. Passé 100 millijoules, on est déjà dans le choc grave, et dépasser les 10 000 millijoules, là on est carrément dans le danger de mort. Donc là vous avez autre chose à vous occuper qu'une inflammation d'ATEX si jamais vous êtes dans ce domaine-là au niveau de l'électricité statique. Les sources d'inflammation, en fait, elles sont au nombre de 13 et elles sont données par une norme, la 1127-1 de 2019. Donc il y en a 13. Moi j'ai mis en gras les principales. Donc on retrouve les surfaces chaudes, les flammes et les gaz chauds, les étincelles d'origine mécanique, l'électricité statique et les appareils électriques. C'est important parce que les appareils électriques, du coup, il va falloir les mettre en adéquation à votre atmosphère explosive. Donc, par exemple, pour les zones 0 et 20, on a de la catégorie 1. Pour les zones 1-21, c'est de la catégorie 1 ou 2, qui peut le plus, peut le moins. Et les zones 2-22, c'est de la catégorie 1, 2 ou 3. G ou D, c'est pour gaz, ou dust, D pour poussière. Donc la mise en œuvre de matériel électrique et non électrique en zone ATEX doivent être conformes et certifiées ATEX selon des normes harmonisées. Donc voilà, j'ai donné différentes normes, donc toujours les mêmes, la 68079, toute la série des 68079 qui est intéressante pour les matériels. Alors juste avant de présenter le cas concret, je vais vous montrer que visuellement, qu'est-ce que c'est qu'une zone 22. Donc pour rappel, la zone 22, c'est la zone accidentelle. C'est-à-dire une couche de poussière au sol. Et ben, donc ça, c'est deux usines que j'ai pu visiter dans le secteur de l'agroalimentaire. Et en fait, on se rend compte que ces zones-là, je les ai classées 22. Alors ça peut paraître comme ça un peu abusé, mais en fait, la simple fait qu'il y ait suffisamment de dépôts au sol pour générer une ATEX, donc on se rappelle, 10 ou 30 grammes par mètre cube suffit largement, on est dans le domaine déjà de la zone 22. L'idée, pour se donner un ordre d'idée, on peut dire que 1 mm de poussière fine sur 1 mètre carré. Donc fine, on entend des poussières qui sont une granulométrie inférieure à 500 micromètres. Avant 500 micromètres, c'est le domaine de latex. Après 500 microns, c'est discutable. Il vaut mieux faire une caractérisation, mais voilà, si on est de l'ordre du millimètre ou de 2 mm, généralement, ça ne génère pas d'atex. Mais dès qu'on voit des traces de pas visibles dans ce type de poussière, on est déjà dans une CME d'à peu près de 30 grammes par mètre cube, et donc on est dans le cas d'une zone 22. C'est important que je vous présente la zone 22 parce que c'est vraiment le sujet du cas que je vais présenter, qui est le cas de l'Imperial Sugar qui a eu lieu en 2008. Donc pour le contexte, c'est une explosion d'une raffinerie de sucre qui a eu lieu aux États-Unis en 2008, qui a fait 14 décès, 38 blessés, dont 14 blessés graves, avec une propagation d'explosions dans tous les bâtiments, notamment au niveau des conditionnements. Donc les 3 silos de conditionnement de sucre ont complètement sauté, et le transport de la matière et tous les systèmes de transport de matière comme les élévateurs à godets, élévateurs à vis, bandes transporteuses, etc. Tout a entièrement sauté. L'idée ici, si on le verra plus tard, c'est que c'est la loi de Murphy qui a primé. Ça veut dire que si quelque chose doit mal tourner, ça va forcément mal tourner. Plein d'événements distincts, par exemple le personnel qui n'a pas été formé, un capotage qui a mal été fait, le jour où un accident arrive, ils vont tous se coordonner pour qu'on ait l'emmerdement maximum, donc à savoir une explosion conséquente. Donc voilà, j'ai un peu agrandi les photos. Ça, c'est ce qui reste de l'usine vue du ciel après l'explosion et l'incendie qui est survenu. Ça, c'est une photo prise par les pompiers pendant l'extinction de l'incendie qui a duré plusieurs heures. Donc voilà, on ne voit plus grand-chose. C'est des quantités de flammes impressionnantes. Donc, en analyse succincte, il faut déjà savoir que cette usine, elle n'était pas du tout conforme même aux conditions d'hygiène. Ça veut dire qu'on était dans une atmosphère très empoussiérée. À certains endroits, il y avait des couches de sucre de plus de 10 cm. Là, on est vraiment dans des cas, on est très loin des 30 grammes par mètre cube. Là, on a carrément de quoi faire sauter la baraque. Des particules fines, voire très fines, parce qu'il y avait également du sucre glace, du sucre réduit très très fin. En fait, plus c'est fin, plus la surface de contact avec l'air va être importante, et donc plus vous allez avoir une explosion importante. Plein de mauvaises pratiques, des nettoyages insuffisants, utilisation de soufflette à air comprimé, donc qui met sans arrêt en suspension de la poussière. Si vous êtes toujours en train de passer la soufflette à air comprimé, on n'est plus dans une zone 22, on passe carrément en zone 21 parce qu'on est sans arrêt en train de passer la soufflette.
un brassage très fin, des élévateurs à bande et des bandes transporteuses qui ne sont pas connectées à un système d'aspiration, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt dans une atmosphère explosive, un capotage partiel qui n'est pas relié à un système d'aspiration, également dans les systèmes de transport de matière. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour des raisons de qualité, l'usine avait décidé de mettre un capotage autour de ces bandes transporteuses. Alors ça peut paraître une bonne idée, mais comme on se souvient, plus on a de confinement et plus on a une explosion qui est grave. Donc c'était une fausse bonne idée parce qu'ils n'ont pas relié ça à un système d'aspiration. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, dans ce capotage, on avait une atmosphère ATEX qui était là. Donc ça veut dire, en gros, une zone 20. Donc là, on n'est plus dans le cadre de la couche de poussière au sol, on est vraiment dans le cadre de... Il y a en permanence une ATEX qui se crée. Alors là, on le voit sur la première image, on voit en fait des goulottes qui arrivent sur le système de bandes transporteuses, et en fait, là, c'est une chute permanente de produits, donc finement divisée. Donc en fait, cette simple chute met en suspension finalement de la poussière. Donc l'idée, c'est qu'il y a des modes de sucre qui se sont formés au niveau de la bande transporteuse, et ces modes de sucre tombent d'un côté et de l'autre de la bande transporteuse. L'idée, c'est qu'il y a eu une accumulation de poussière jusqu'à la concentration explosive, donc, qui est pour le sucre d'environ 30 grammes par mètre cube. Et le nuage a ensuite été mis en contact avec une source d'inflammation. Donc l'enquête après accident qui a eu lieu a révélé que c'était probablement un palier de la bande transporteuse qui était en surchauffe. Il y a donc une explosion primaire qui a eu lieu, et cette explosion primaire, en fait, elle a mis en suspension toute la chaîne. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il y avait du sucre, le souffle de l'explosion a soulevé le sucre. L'énergie apportée par l'explosion primaire suffisait à enflammer ce qui restait de sucre, et ainsi de suite. Et en fait, comme aucun des volumes en fait n'était découplé, ça veut dire par exemple entre la bande transporteuse et l'élévateur à godet, il n'y avait pas d'écluse rotative, il n'y avait pas d'arrêt de flamme, il n'y avait rien en fait qui permettait d'empêcher la propagation de l'explosion. Et tant qu'il y avait du sucre, l'explosion s'est propagée. L'explosion, elle est remontée par l'élévateur à godet et elle est arrivée directement dans les 3 silos de sucre. Dans les 3 silos de sucre, mise en suspension de quantité, là pour le coup, industrielle de sucre. Et pour le coup, on a eu une explosion importante. Ce qu'il faut savoir aussi en phénoménologie d'une explosion, c'est que plus il y a de confinement et plus la surpression s'intensifie. Ça veut dire qu'on peut partir de quelques millibars en début d'explosion jusqu'en sortie, en passant par tous les espaces confinés, à plusieurs dizaines de bars, voire même plus. En fait, il y avait tellement de puissance d'explosion que ça suffisait à faire lâcher les planchers en béton de l'usine. Donc l'usine s'est complètement effondrée sur elle-même. L'alimentation, ensuite, c'est suivi un incendie. Et donc l'incendie qui était sans arrêt nourri par le sucre qui était là. Et là, c'est ce que je parlais au début, pour la loi de Murphy, en fait, les évacuations d'urgence n'avaient pas été réalisées. Donc les employés ne savaient pas comment quitter cette usine. Et donc la quitter dans le noir le plus complet, sans lumière, avec des brasiers, comme on le voit dans la dernière image, ça devient très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de morts sur cet événement-là. Pour conclure, parce que j'ai pas mal dépassé, l'idée, c'est qu'il faut évaluer consciencieusement le risque ATEX sur votre site. Ça passera toujours par une caractérisation des substances, sauf vraiment pour des substances très connues, comme le sucre par exemple. Il n'y a pas besoin de faire caractériser, on connaît, on a des tables, etc. Mais dès lors que vous avez un nouveau produit, vous n'êtes pas sûr s'il est ATEX ou pas, ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est s'il est finement divisé. Si vous avez une poudre du coup dont la granulométrie est inférieure à 500 micromètres, là ça peut vous mettre sur la voie de potentiellement, si en plus elle est organique, là on peut potentiellement avoir quelque chose d'inflammable. Voilà, donc ça coûte rien de demander déjà l'avis d'un expert et ensuite, si besoin est, de faire caractériser. Analyser le risque ATEX bien sûr pour pouvoir classer en zone et ensuite rendre le matériel adéquat et les équipements adéquats aux zones ATEX. Aussi, ce qu'il faut, c'est bien sûr renseigner le personnel, donc avec des formations, faire en sorte que le personnel de maintenance soit formé à maintenir du matériel latex, etc. Et bien sûr, le plus important, réglementairement parlant, c'est renseigner le document unique et ce fameux document relatif à la protection contre les explosions. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai expliqué ici. Quelques formations qui peuvent être intéressantes que nous on donne par le biais d'Ineris Formation.
C'est la méthodologie pour l'évaluation des risques ATEX, voilà, dont je suis co-formateur. Le risque électrostatique, connaître et maîtriser l'électrostatique dans le domaine ATEX. Le risque hydrogène, on a beaucoup de demandes là-dessus. Si par exemple vous projetez de changer vos gaz par de l'hydrogène, ça peut être hyper intéressant. Et pour moi, la formation la plus aboutie sur le classement de zone, c'est la RA 99, où l'idée là, c'est vraiment de donner des billes pour dimensionner au mieux des ATEX. On donne aussi des stages ATEX pour les inspecteurs CARSAT ou CRAMIF pour l'Île-de-France, en partenariat avec l'INRS. Voilà, bah merci pour votre attention. J'ai oublié mes cartes de visite, du coup je diffuse ça. Et puis je suis disponible si vous avez des questions pour discuter après. Voilà, merci à vous.